Si je te demande de t'imaginer un mec qui gagne 200 000 euros par mois, tu penses qu'il bosse combien d'heures par jour? La plupart des gens à ça, ils répondraient 10 heures, 11 heures, 12 heures, voire 13 heures par jour. Et moi, pourtant, je fais tout l'inverse, ok? Sur les derniers mois, j'ai dû gagner 200 000 euros par mois en moyenne et j'ai bossé peut-être 15 minutes maximum. Et encore, j'ai dit 15 minutes parce que ça rentrait bien dans le titre, mais en vrai, des fois, je travaille 1 minute, voire je travaille rien sur mon business, ok? Donc, comment? Donc, en gros, j'ai réussi à gagner autant que des PDG du CAC 40 en bossant 1 minute par jour, d'accord? Évidemment, ce n'était pas toujours le cas et j'ai eu cette période aussi où je bossais 10 heures, 11 heures, 12 heures par jour et je gagnais 10 fois, voire 20 fois moins que ce que je gagne maintenant. Donc pour faire cette transition, j'ai compris des trucs super importants par rapport au business et par rapport à l'argent que je vais partager là, d'accord? Donc regarde bien cette vidéo parce que c'est des années d'expérience littéralement rentrées dans une vidéo de 10 minutes sûrement, d'accord? Donc le premier truc à comprendre, c'est que la plupart des gens ne sont pas des entrepreneurs, ils sont des freelanceurs glorifiés, d'accord? Tous ceux que tu vois qui disent qu'ils ont une agence, etc. Ils n'ont pas une agence, ils sont freelanceurs. Moi, j'ai une idée qui est qu'à partir du moment où tu bosses sur ton service, où tu bosses sur la délivrabilité de ton service, à partir du moment où ton service dépend de toi, ou si demain tu es malade, tu peux pas livrer tes logos ou tes sites ou peu importe ce que tu fais, t'es pas un entrepreneur, tu es un freelanceur. Ok, ça c'est le premier truc à comprendre. D'accord? Donc comment est-ce qu'on passe d'un NPC, freelanceur, fondateur d'agence qui gagne peut-être 2-3 000 euros par mois ou 0 par mois et qui bosse 10 heures par jour, à un visionnaire qui peut gagner 50, 100 000, 200 000, voire peut-être, je sais pas, 1 million d'euros par mois en bossant 15 minutes par jour. Ok? Donc le premier truc à comprendre, qui est super, super important, d'accord, c'est qu'il faut passer d'être un exécutant à un organisateur. Être un entrepreneur, c'est être un organisateur, d'accord? Pour être un organisateur, tu as un seul rôle, c'est d'aller sur un marché et de trouver une problématique dans ce marché et d'apporter une idée nouvelle sur ce marché. Cette idée nouvelle, c'est ce qui fera la puissance de ton business. Alors attention, je ne dis pas d'aller faire Airbnb ou d'aller faire Uber. Il ne te faut pas une idée et que tu révolutionnes un marché complètement. Il te faut juste une perspective à toi, une idée à toi sur un marché. Ok, donc pour donner un exemple concret, moi je suis arrivé sur le marché des logos, j'ai vu les agences et les freelanceurs classiques. Ça m'ennuyait tellement à mourir. Bref, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y avait énormément de problématiques avec la façon dont ces gens exécutaient leur service. Moi, je suis arrivé, j'ai dit on va pas faire comme ça, on va faire comme ça. Une des raisons pourquoi j'ai fait ça, c'est que je ne suis pas allé dans une école de graphisme. Je suis tout simplement arrivé et j'ai pu avoir une perspective différente par rapport à ce marché. Et du coup, en ayant cette grande idée, j'apporte quelque chose de nouveau sur le marché et du coup, ça crée forcément une vague. Ça crée quelque chose de puissant. D'accord? Si tu prends l'exemple du communisme, ce qui rend le communisme puissant, c'est pas le fait que Karl Marx était quelqu'un qui parlait bien ou quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie ou qui faisait du marketing ou de l'outreach ou qui faisait du content organique. Pas du tout. Karl Marx, il avait simplement des idées. D'accord? Donc, la puissance de ton mouvement, la puissance de ce que tu crées est proportionnelle à ton idée. Plus tu as une idée qui sera bien sur un marché, plus tu vas tout casser. Mais si tu arrives et que tu dis je vais être graphiste comme tout le monde et que tu vas faire des logos, tu vas galérer et tu seras bloqué à 3 000 euros par mois toute ta vie. Ok? Donc ça, c'est la première chose à noter. Donc passer d'exécutant à organisateur, c'est un peu comme être un chef cuistot, sauf qu'au lieu d'être un chef cuistot et de galérer dans le restaurant du coin de chez toi à flip des steaks pour 2 000 euros par mois, tu dis, tu sais quoi, je vais me focus sur créer une recette. D'accord? Je vais créer une recette comme Joël Robuchon et sa purée. Il a vu la purée, il a dit, tu sais quoi, je vais faire de la purée mieux que tout le monde. Il a fait une purée qui est incroyable. Du coup, maintenant, il y a des restaurants partout dans le monde et il est multimillionnaire. Même s'il bosse pas demain, tu as sa purée qui est faite de partout. Les gens vont manger sa purée. Bref, vous avez compris le principe. Du coup, ça montre bien que c'est pas une question de faire une idée révolutionnaire. Lui, Joël Robuchon, il a fait de la purée. Il a juste fait un peu mieux. Ça peut être suffisant pour prendre un marché entièrement. Ok? Donc ça, c'est super important. Donc ok, Louis, sympa, tu as une idée spéciale, mais qu'est-ce que tu fais? D'accord? Donc, l'étape numéro 2, c'est tout simplement, une fois que tu as créé ta recette, une fois que tu as trouvé ton idée, d'aller déléguer cette idée et processiser cette idée de façon ultra simple. D'accord? Ce qui est beau avec les idées, c'est que c'est simple. D'accord? C'est qu'une purée qui est un peu meilleure, d'accord? C'est une recette. D'accord? Tout le monde peut le faire. À partir du moment où l'idée est bonne, tu n'as plus besoin de, à chaque fois, vouloir te justifier sur ton service. Bref, ok? Tu as une purée qui est bonne, va falloir aller trouver du monde qui fasse cette purée, ce qui amène à la deuxième problématique de l'entrepreneur NPC, PNJ qui gagne 5 000 euros par mois maximum, c'est que dans sa tête, il n'y a aucune ressource sur Terre. Dans sa tête, personne n'est aussi bon que lui pour faire ses services, d'accord? Il croit que ses clients le payent, et je dis ça, c'était le cas de moi. Je me disais, ok, les clients me payent moi pour faire un service,
je peux pas derrière avoir quelqu'un d'autre qui fait ça à ma place. C'est comme si quelqu'un commande un tableau à Picasso et au final c'est pas Picasso qui le fait et c'est quelqu'un d'autre, d'accord? Donc premièrement, il faut que tu t'enlèves de la tête le fait que tu es Pablo Picasso, c'est pas vrai. Et des gens qui peuvent réaliser ce service-là à un coût bien moindre que ce que même tu puisses imaginer, il y a des gens, il y en a partout, d'accord? Des gens qui savent bien exécuter un service et qui crèvent la dalle tous les jours, il y en a partout dans le monde, ok? Donc il suffit de savoir comment les trouver, il suffit d'aller les trouver et de constituer son équipe et de plus être là à exécuter son service, à designer, à faire ça, ou même à faire du peu importe ce que tu fais, ne le fais plus toi-même, il faut que ce soit une équipe qui le fasse. Toi, tu es là pour créer la recette, d'accord? Donc la seconde chose par rapport à ça, c'est évidemment la notion de risque. C'est qu'on se dit, ok, si je vais embaucher, je vais perdre du chiffre d'affaires et je vais prendre énormément de risques parce que j'aurai beaucoup plus de responsabilités, etc. Certes, mais là, c'est ta décision, d'accord? Soit tu as envie de évoluer, prendre du risque et grossir une boîte et au final arriver à un moment où tu bosses 1 minute par jour pour gagner 200 000 € par mois. Soit tu restes freelancer toute ta life et tu bosses 8 heures par jour, 10 heures par jour et tu galères. Okay, donc, c'est une décision à prendre. C'est le truc sur lequel il n'y a pas de concession. Il faut un minimum de risque. Mais il y a des techniques, par exemple, payer au contrat plutôt que de payer au mois et d'avoir des salariés. Ça permet de minimiser ces risques. Ok. La partie 3, c'est le framework, d'accord? Parce que là, jusqu'à présent, j'ai dit, ok, Louis, voilà, il te faut une idée. Ensuite, il faut que tu délègues. Mais comment est-ce que tu fais, d'accord? Ben, pour déléguer, il y a un process en 3 étapes, d'accord? La première étape, c'est de supprimer, d'accord? Quand on a un service qui est compliqué avec plein de tâches inutiles dedans qui n'apportent aucune valeur à notre client, c'est impossible à déléguer, c'est impossible à automatiser, d'accord? Donc la première étape, c'est de supprimer. Tous les jours, si tu regardes cette vidéo, tu fais des trucs qui sont inutiles dans ton business ou dans ton service, d'accord? Et dans ce cas de figure, il y a plein de choses que tu peux supprimer. Même des trucs que tu crois qui sont uniques, qui sont utiles, si tu n'arrives pas à vraiment pointer du doigt, ok, quelle est la valeur pour le client là, c'est qu'il n'y a pas de valeur, d'accord? Même parfois, la plupart des calls que vous faites n'ont aucune valeur pour le client. Vous faites mieux de faire un formulaire un peu optimisé, un peu réfléchi, et ça gagnera 1 heure de temps à tout le monde. Okay, la deuxième étape, c'est d'automatiser. D'accord? Ce que tu ne peux pas retirer, tu vas essayer de l'automatiser. Okay, donc tous ceux qui sont là, qui regardent ça, qui font encore leur facturation à la main, leur devis à la main, même, on va dire, le process de délégation des tasks à la main, oubliez. Ok? Vous allez automatiser tout ça, d'accord? Vous allez vous dire, vous allez faire une pause, vous allez partir en vacances et vous allez réfléchir sur ce que vous faites tous les jours. Est-ce que vous faites un truc qui a vraiment de la valeur? La plupart du temps, non, d'accord? Vous êtes là à faire des tâches qui sont 100% automatisables. Pourquoi? Parce que ça vous donne l'impression que vous avancez, que vous bossez dur, que vous bossez 12 heures par jour, parce que vous inventez plein de tâches, comme aller faire 4 devis par jour, alors vous pouvez juste travailler pendant 2 heures de façon focus et automatiser le process. La troisième étape, tout ce qu'on ne peut pas automatiser, on va le déléguer. Là, c'est tout simple. Regarde tout ce que tu fais tous les jours, les services que tu réalises. Bim, est-ce que tu peux aller déléguer ça? Ok? Donc ça, c'est la troisième étape. Pour finir, si tu es intéressé là-dedans et que tu as une agence, que tu es un freelancer et que tu as envie de passer de ça à une vraie agence, quelque chose de vraiment délégué et pouvoir scaler ton business, il y a un lien juste dessous, la méthode ACA que tu peux aller voir. Ciao les gars.